sommes le jeudi 28 novembre 2024, ici Danick Julien et voici votre bulletin d'information Info CJSR couvrant l'actualité de Portneuf et ses environs. La région regorge d'initiatives pour aider la population au niveau de l'offre alimentaire. Arthur Bordelot a réalisé un reportage sur le projet Collation Santé Portneuf. Les services de francisation sont en péril. Isabelle Paulin, présidente du syndicat de l'enseignement de Portneuf, sera des nôtres pour en parler. La Chambre de commerce du nord de Portneuf a lancé ses activités. On en parle avec Maryse Lebel. Et finalement, le Noël d'entente de Cap Santé aura lieu ce week-end du 29 novembre au 1er décembre. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. L'hiver est finalement commencé un peu partout au Québec et oui, dans la région de Portneuf. La première neige qui s'est fait sentir le 26 novembre dernier. En moyenne, fait intéressant, dans la grande région de Québec, la première neige apparaissait vers le 11 novembre dans les dernières années. La région de Portneuf, plus précisément le nord de Portneuf, on le sait, est un territoire très privé des propriétaires de motoneige. Le sentier Fédéré 23 est d'ailleurs l'un des plus populaires. L'accès à ce sentier est menacé par les propriétaires terriens cette année en raison de protestations contre la ZEC Vatican-Nelson. En effet, la situation a débuté l'an passé alors que la ZEC a instauré des tarifs pour tout véhicule accédant à son territoire. Celle-ci a l'obligation par le gouvernement d'imposer un tarif à toute personne désireuse de s'aventurer sur son territoire. En 2023, c'était la première fois que la ZEC Vatican-Nelson appliquait ce tarif de 125 $ par année, en fait l'an passé. Le problème, c'est que pour se rendre sur la ZEC, les motoneigistes passent sur des terres qui appartiennent à des particuliers. Depuis 50 ans, ces propriétaires terriens acceptaient le passage des motoneigistes gratuitement sur leur territoire. Ceux-ci se sont levés lorsque le tarif fut imposé. Ils demandent l'abolition complète de celui-ci et c'est pourquoi donc ils menacent de fermer la Fédérée 23 qui, on le sait, se rend jusqu'à l'étape donc qui fait un lien entre deux régions bien importantes pour le motoneige sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Pour le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, il est primordial que les motoneigistes puissent se rendre à Saint-Raymond cette année, puisque la motoneige est importante pour l'économie de sa ville. Le maire porte le dossier depuis plusieurs mois maintenant. Récemment, un article de Radio-Canada faisait état d'une situation de menace et d'intimidation dans ce dossier. Selon le journaliste de Radio-Canada, la présidente de la ZEC, Vatican-Nelson et Mme Isabelle Paquette auraient subi des menaces et de l'intimidation sur les réseaux sociaux, avec entre autres des menaces de se faire brûler son chalet. Dans l'article, cette dernière accuse notamment le maire Claude Duplain d'avoir incité ses comportements au sein de la population. Claude Duplain s'est lui-même défendu dans le même article de Radio-Canada de ne pas avoir incité un tel comportement en ajoutant qu'il n'accepte pas que quiconque reçoive des menaces. Nous avons tenté de rejoindre la ville de Saint-Raymond et la ZEC Vatican-Nelson pour en apprendre davantage sur le sujet. Nos demandes n'ont pas été concluantes. Alors, la suite à venir.
Solidarité citoyenne Portneuf gère le programme Collation Santé Portneuf. Celui-ci vise à la production de collations pour mousser l'offre alimentaire. C'est pour les jeunes. Et c'est dans la région de Portneuf. Karine Durocher, la directrice régionale, générale de Solidarité citoyenne Portneuf, nous indique qu'il y a une véritable route des aliments dans la région pour en arriver au produit final. Arthur Bordelot s'est penché dans les dernières semaines sur l'initiative. Voici son reportage. L'organisme Solidarité citoyenne Portneuf offre plusieurs types d'aides aux individus et aux familles dans le besoin. Un de leurs principaux services est l'aide alimentaire. Entre autres, des collations santé gratuites pour les enfants sont offertes aux familles qui respectent les critères d'inscription. Voici chaque étape, allant de l'obtention des ingrédients à la distribution des collations, expliqué par les gens qui rendent ce service possible. À Cap-Santé, une trentaine de bénévoles étaient présents à l'Arc-en-Ciel du Paradis, une ferme qui avait un surplus de légumes. Donc, le glanage, c'est un projet qui a lieu ici dans la région de Portneuf, Glanage Portneuf, depuis 2021. Puis ce projet-là vise à réduire le gaspillage alimentaire dans notre région, à sensibiliser les citoyens aussi, les citoyennes, à la consommation locale, à la consommation responsable et aussi à favoriser l'accessibilité à des aliments sains. Donc, le concept du glanage, c'est qu'une équipe de bénévoles va se présenter à une ferme. C'est le fermier, généralement, ou l'agricultrice, le producteur qui va nous contacter pour nous dire qu'il y a des surplus dans ses champs. Lui n'a pas nécessairement le temps, les ressources pour aller récolter ça. Donc, il a comme besoin d'une équipe en support. Donc, l'équipe va venir, qui est chapeautée par l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf. Et puis, vont aller faire des récoltes cette récolte-là va être divisée en 3 parts. Donc, il y a une part de la récolte, le tiers, qui s'en va au producteur. Le tiers va aller à l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf pour redistribution dans les organismes en sécurité alimentaire de notre région. Et l'autre tiers va être partagé entre les bénévoles glaneurs, glaneuses qui étaient présents pour la récolte. La récupération des denrées chez les producteurs et productrices de la région de Portneuf, ça se fait en tout temps. En fait, on a un camion. Solidarité citoyenne Portneuf est en lien avec les producteurs de la région. Il y a toujours des dons qui sont faits à l'année. Par contre, le glanage, ça, c'est vraiment plus spécifique à la période estivale puis à l'automne. Donc, cet été... il y a eu, par exemple, une ferme qui avait trop de petits haricots à un moment donné, pas la possibilité de récolter tout ça. Donc, elle a appelé à la rescousse l'équipe de glaneurs qui est venue. Par contre, la saison, c'est ça, automnale, est vraiment propice au glanage parce que là, les producteurs savent... Par exemple, les marchés sont terminés, les paniers de légumes. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a encore des légumes dans les champs qui n'ont pas été vendus. Puis c'est là que souvent les plus grosses corvées de glanage vont avoir lieu là, dans cette période-là de l'année. L'organisation ne reçoit pas seulement des fruits et légumes grâce au glanage. Solidarité citoyenne Portneuf fait affaire avec plusieurs serres dans la région. Celle-ci, sur le terrain de la Fondation Mouvement Papillon, partage avec plusieurs organismes locaux depuis 2020. À la base, c'était une forêt ici. C'était zoné agricole, mais c'était une forêt. On a tout déboisé, reparti les terres, reparti les semences et tout. On a créé un mouvement justement pour redonner aux familles de la région de Portneuf pour ceux dans le besoin. Le projet a été fondé à Portneuf, on le débute ici, mais le but de la fondation, c'est vraiment de déployer nos ailes puis d'en mettre un peu partout au Québec, dans plusieurs municipalités. Donc, c'est ça, on a parti, c'est comme notre projet test ici qu'on a fait à Portneuf, mais dans le but d'expansionner puis d'en faire un peu partout. On est le 25 octobre. La production n'a pas encore gelé dans la serre, malgré qu'on a vécu des grosses gelées déjà. Mais ça avait quand même beaucoup diminué. Fait que là, on donne un petit coup en groupe là, pour vider tout ça. Donc, ça se termine pas mal maintenant, fin octobre. On a une serre chauffée à Deschambault, puis une serre non chauffée ici à Portneuf. On a fait pousser des verdures qui se conservent, là, qui s'appellent des pains de sucre.
des poivrons qu'on a pu transformer, des framboises. En fait, c'est l'année d'implantation des framboises, donc il n'y a pas eu énormément de récoltes, mais c'est prometteur. Ensuite de ça, on a cultivé aussi des cerises de terre. À l'extérieur, parce qu'il y a aussi une petite parcelle à côté de la serre, on a fait des oignons, des carottes et des choux et des courges. À Saint-Basile, une équipe de 4 bénévoles prépare les collations. Installée au local des fermières de Saint-Basile, elle se donne rendez-vous à tous les mois et elle prépare aussi des mets destinés au frigo communautaire. Alors aujourd'hui, nous poursuivons les collations santé Portneuf pour Saint-Basile et on prépare des barres tendres santé. En plus de préparer des collations santé Portneuf, quand le temps nous le permet, on cuisine des portions pour le frigo communautaire de Saint-Basile. Donc là, on a 16 portions de soupe chinoise. Puis aujourd'hui, on va avoir en plus peut-être une vingtaine de portions de rôti de porc avec des légumes. Là, bien, c'est sûr qu'avec l'équipe de travail ici, mais Mme Diane, elle est en mesure de me dire, selon le calendrier, comme elle expliquait tout à l'heure, combien qu'on a besoin de collations santé, pour quelle date, puis par rapport aux rencontres qu'on a de prévues, combien qu'on doit en préparer d'avance pour, disons, janvier. Donc, on est toujours certaine d'avoir suffisamment de collations pour les enfants. Les collations santé, lorsqu'elles sont prêtes, elles sont toutes emballées individuellement et par la suite, là, elles sont comptabilisées pour les distributions. Pour la distribution du secteur nord de Portneuf, les collations sont transportées à Saint-Raymond au local des scouts. Les familles inscrites au programme peuvent donc venir chercher les collations santé qui ont été préparées. Alors, c'est une distribution qui se fait une fois par mois. On est dans 5 milieux différents et présentement, c'est 260 enfants qui sont desservis par le programme. Il y a 2 façons dont les enfants peuvent bénéficier de collations. Donc, soit par les distributions mensuelles. Présentement, il y a des distributions qui se font à Portneuf avec l'aide de la Saint-Vincent-de-Paul de Portneuf. À Saint-Raymond ici, présentement. Il y a également à Saint-Basile avec le service d'entraide Saint-Basile. On est à Donnacona aussi et avec la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc-des-Carrières qui collabore avec nous. Et puis, il y a également des réserves dans les écoles. Donc, la majorité des écoles de Portneuf disposent d'une réserve qu'on vient remplir là, périodiquement de collations. Alors, les enfants, au besoin, peuvent aller demander au professeur ou au secrétariat d'avoir une collation si jamais ils ont oublié une collation ou si jamais ils n'en ont tout simplement pas. Nous, on va venir soutenir les organismes. On a le SOS Accueil avec qui on collabore et la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc-des-Carrières, justement, avec notre programme de récupération en supermarché. Donc, c'est une fois par semaine, on fait de la récupération dans 3 différentes épiceries. Et puis, on va venir apporter les denrées. Donc, c'est les invendus qui seraient perdus. Donc, on vient récupérer toutes ces denrées-là qui sont apportées dans les organismes partenaires. Eux vont prendre une part. Et puis, il y a une part qui va être distribuée, ce qu'eux n'ont pas besoin ou le surplus. Nous, on le distribue soit dans le réseau de frigos solidaires. Donc, c'est environ 14 frigos qu'on a à travers le territoire de Portneuf présentement, que les citoyens et les municipalités, c'est une collaboration vraiment avec la communauté dans les différents milieux où les gens peuvent aller porter des denrées ou aller en chercher selon le besoin. Donc, c'est vraiment un projet qui inclut les communautés, les municipalités. Puis nous, 2 fois par semaine, on fait des tournées dans les frigos pour pouvoir apporter de la nourriture, soit qui a été cuisinée ou justement des invendus comme ça là, qui seraient perdus. Puis, tout ce qui est viande fraîche, on ne peut pas le distribuer directement comme ça. Il doit être transformé. Donc là, ça va migrer là, vers nos équipes de bénévoles qui vont faire la transformation alimentaire ou des organismes là, dans le besoin qui nous contactent, puis on peut leur distribuer de la viande pour leurs bénéficiaires. Tout ce qu'on voit ici à l'arrière, c'est pour la distribution de Saint-Raymond. Les denrées viennent de différents endroits, soit des choses qui ont été glanées, soit des collations qui ont été cuisinées par nos équipes de bénévoles ou des choses qu'on a achetées là, directement là, d'un grossiste avec qui on fait affaire.
Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce un octroi d'une subvention de 143 000 $ pour soutenir le projet de Méripi, maison d'hébergement, qui vise à prévenir la violence conjugale dans Portneuf. Ce financement est possible grâce au ministère des Relations internationales et de la francophonie et à la ministre responsable de la condition féminine. L'aide financière permettra à Méripi de bonifier et d'actualiser son programme de prévention de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes, qui se traduit par exemple par la tenue d'ateliers dans les écoles secondaires et dans les maisons des jeunes, la promotion de modèles de comportements positifs dans les médias sociaux, les journaux et les portails scolaires, ou encore la mise en place d'un groupe de partage en prévention pour les jeunes vivant dans les relations amoureuses à risque de violence. Le projet de Méripi a été sélectionné dans le cadre de l'appel de projet pour une bonification de la réponse aux besoins des victimes et des auteurs de violences sexuelles et conjugales. Le gouvernement du Québec rappelle que la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale est une priorité du gouvernement du Québec. Depuis 2019, plus de 1,1 milliard ont été investis afin de mettre en place un bouquet de mesures visant à contrer la violence sexuelle et la violence conjugale. Par le financement d'organismes communautaires tels que Méripi, le gouvernement reconnaît l'importance de leur rôle en la matière de la lutte contre ces formes de violence. Au retour de la pause, on vous parle du Noël d'antan de Cap-Santé qui débutera ce vendredi 29 novembre. Hey Max! Hey Nam! Yeah! C'est super! Alors, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est maintenant commencée? Oui! Alors, on vous attend les lundis soirs du 30 septembre au 9 décembre prochain. Cependant, on va prendre une petite pause le 14 octobre pour l'Action de grâce ou la chasse. C'est selon! Donc, on vous attend en grand nombre au cinéma Alouette à 19h et ce, gratuitement! Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Després, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Bloin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellet. Je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. La population de la MRC de Portneuf est invitée au marché de Noël d'antan de Cap-Santé qui se tiendra les 29 et 30 novembre ainsi que le 1er décembre. C'est à la place de l'église de Cap-Santé que le marché du Noël d'antan prendra place comme il l'a fait pendant 2 décennies à la fin du mois de novembre. 70 artisans seront sur place, dispersés sur 3 sites. On parle de la place de l'église, l'école du Bon-Pasteur et la salle Albert Fortier. L'animation sera en place tout le week-end avec une programmation étoffée. Voici les propos du coordinateur adjoint William Doré lors de la conférence de presse du 5 novembre dernier. Oui, cette année, encore une belle programmation. On a plusieurs groupes de musique qui vont venir. On a de l'animation aussi avec Frisson sur la place Desjardins des enfants. On a l'église qui est encore ouverte pour l'exposition de crèche de Madame Crayon qui va être là aussi avec son musée de l'écriture. Beaucoup d'animations, les sortes de carignan salières qui vont être là, qui vont faire des démonstrations de tir de fusil. On a les Filles du Roi qui ont leur chorale aussi, les
les Voix de la Neuve-France qui vont venir chanter, mais qui vont aussi être présents sur le site en tout temps. On a bien sûr la présence de Saint-Nicolas, surtout à l'ouverture du site le vendredi soir avec la Marche des Anges, mais aussi Saint-Nicolas va revenir pendant la fin de semaine prendre des photos avec les gens. Il va venir se promener sur le site. Pas ça, une belle programmation. Vous pouvez aller la voir sur la page Facebook ou sur notre site Web. Depuis plusieurs semaines, les nombreux bénévoles impliqués dans l'événement ont réalisé des corvées afin que tout soit prêt pour le vendredi soir. Voici à nouveau, M. Doré. Donc, on a plus de 100 bénévoles qui travaillent sur le site, à monter le site, que ce soit avant ou pendant l'événement. En tout, pendant toute l'année, on a estimé le nombre d'heures à près de 5000 heures de bénévolat. Donc, c'est assez impressionnant. L'événement ne serait rien sans nos bénévoles. On est vraiment reconnaissants de chacun d'entre eux. Oui, en fait, on estime notre achalandage entre 15 et 20 000 personnes qui viennent pendant la fin de semaine. Donc, en 2 jours et demi, là, ça fait beaucoup de monde à Cap-Santé. Évidemment, autant de personnes à Cap-Santé demandent un effort de logistique du côté de l'organisation pour trouver des places de stationnement, par exemple. Pour une dernière fois, William Doré. Donc, pour venir au Noël d'antan, on a plusieurs stationnements de disponibles. On en a 8 en tout, qui sont le long de la 138. Vous pouvez voir le plan qui est aussi sur le site Web dans la section Info pratique. Donc, vous allez dans un des stationnements. C'est 10 $ par véhicule, mais c'est bon pour la fin de semaine. Donc, vous payez seulement une fois, puis vous avez accès à un stationnement toute la fin de semaine. Vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Et on a un service de navette qui est gratuit, donc qui est très rapide. Maintenant, on s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Donc, vous pouvez, des navettes qui vont vous apporter directement sur le site. Une nouvelle ligne de transmission à haute tension sera de passage dans Portneuf. Le courrier de Portneuf nous apprenait cette semaine que le 18 novembre dernier, une conférence de presse d'Hydro-Québec a eu lieu pour aviser la population que le nord de la MRC de Portneuf serait touché par la construction d'une nouvelle ligne haute tension. Le projet nommé renforcement du réseau de transport principal est le plus imposant projet de ce type depuis des décennies au Québec et est évalué à 10 milliards de dollars. 850 km de lignes de transport seront construites. On parle d'environ 1600 pylônes, selon les informations du journaliste Pierre Paquet du Courrier de Portneuf. En plus du passage de cette ligne sur le nord de son territoire, un poste de distribution d'électricité sera construit dans la MRC. La mise en service de tout ce réseau est prévue pour 2032. Pour le moment, on ne sait pas que seront les endroits touchés par le passage de cette ligne. Hydro-Québec va rechercher le tracé le plus court tout en limitant le morcellement du territoire et en cherchant à respecter les limites de propriété. Le territoire où sera construite la nouvelle ligne de transmission est délimité justement par certaines zones. Sur une carte qui a été transmise aux médias, là, on apprend que le corridor va passer vers Notre-Dame-de-Montauban, Sainte-Christine-de-Vergne et Saint-Hubert. Quant au nouveau poste de distribution, lui sera construit là, à proximité de Sainte-Christine-de-Vergne, selon ce qui a été transmis. Évidemment, les informations peuvent toujours changer. Le temps des fêtes arrive à grands pas. Encore une fois, cette année, Richard Pearson opère le kiosque de Noël à Saint-Raymond qui vise à favoriser les échanges de jouets à modique somme. Son projet en est à sa 17e édition à la place Côte-Joyeuse Saint-Raymond. Pour en parler, il était des nôtres un peu plus tôt cette semaine. Voici cette entrevue. Depuis 17 ans maintenant, Richard Pearson et son équipe de bénévoles opèrent le kiosque de Noël sur la place Côte-Joyeuse. Il est avec nous pour en parler. Bonjour, M. Pearson. Allô. Ça va bien? Oui. Le kiosque de Noël, 17 ans. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est? C'est le concept de vente et échange de jouets. Moi, dans le temps, c'était suite à l'émission Donner au suivant. Ouais. Je trouvais que le concept était bon. J'ai jamais écouté l'émission, mais je trouvais que le nom puis le concept marchaient bien. Fait que j'ai appelé le centre commercial. J'ai dit, j'aurais envie d'offrir des jouets, puis de prendre l'argent puis de la donner à différents organismes. Ouais. La première année, on avait ramassé 75 $.
Et puis là, ça a déboulé parce que ça fait 17 ans. Impressionnant. Vous avez justement, il y a 17 ans, parlé avec Mme Raymonde Gingras du SOS Accueil là, pour savoir, est-ce que c'est des jouets que vous avez besoin ou de l'argent. Ou de l'argent, et c'est pour ça que vous avez commencé un Exactement, peu votre... parce qu'eux reçoivent énormément de dons aussi. Fait qu'avec l'argent qu'ils récoltent selon le vente, c'est là qu'ils peuvent acheter de la nourriture puis aider les familles dans le besoin. Fait que là, je dis, OK, je vais faire ma part de cette manière-là aussi. Fait qu'on a commencé à vendre les jouets pendant la période des fêtes. Votre initiative a quand même pris son envol là, dans les dernières années. Oui, depuis 2017, là, ça fait que aller en augmentant. Exactement. Vous avez un grand local là, à la place Côte-Joyeuse. Dans le fond, c'est l'organisme Ozanam à Québec qui avait un surplus de jouets. Puis il y avait différents autres organismes, mais qui en avaient trop aussi. Fait que moi, je les ai ramassés. On avait eu 17 palettes de jouets en une seule fois. Fait que c'est pour ça que là, j'avais pris un deuxième local. Puis c'est là que ça a déboulé d'année en année depuis ce temps-là. Et là, cette année, vous me disiez, avant qu'on commence l'entrevue, on croit avoir une année record juste pour commencer. Je rappelle, vous commencez vos activités ce vendredi 29 novembre. Exact. Vous parlez d'année record. Comment ça? C'est parce qu'avec la boutique qui est annexée, pendant toute l'année, j'ai ramassé des jouets que je me suis dit, ça va être bon pour le kiosque. Ça va être bon pour le kiosque. Ceux-là, je les donne pas tout de suite, je vais les garder. Fait que là, j'ai 400 boîtes de bananes, 400 caisses qui sont pleines, qu'on est en train de mettre sur les tables, puis qu'on est en train de mettre superposées aussi sur les tables parce qu'on en a énormément. Et justement, ça fait une grande quantité de jouets. Et vous m'aviez dit l'année passée, quand on s'était parlé, M. Pearson, lorsque vous terminez la saison, vous avez le double. Donc, parce que ça fonctionne avec de l'échange. Les gens viennent vous voir. J'ai tel jouet. Puis là, vous donnez des coupons pour qu'ils puissent trouver quelque chose. Tous les objets qui sont dans le local de Noël, dans le kiosque de Noël, sont à vendre ou à échanger. Les gens attendent ce moment-là pour faire le ménage. Les enfants arrivent tout contents, avec des paniers d'épicerie, avec des boîtes de camions pleines. On a fait du ménage, yeah! Puis là, ils nous apportent ça, puis moi, je fais une évaluation sommaire, puis ça leur permet de pouvoir échanger tout au long de la période. Fait que même s'ils n'ont pas tout dépensé, leur crédit, ils peuvent revenir. Fait que c'est ce qui est bon comme ça. Puis à la fin, là, le coupon est considéré comme un don si jamais ils n'ont pas trouvé pour la valeur totale de ce qu'ils nous ont apporté. Et 2023, ça a été une bonne année également. Quand on s'était parlé, ça s'était bien passé. Ça ressemble à quoi, les montants que vous réussissez à accumuler et ensuite redonner aux organismes? Moi, dans le fond, je le chiffre de 3 manières différentes. Il y a le montant des ventes qu'on a. Ensuite de ça, le montant qu'on a distribué, mais par le biais de coupons que je donne à différents organismes qui, ciblent des familles dans le besoin ou des nouveaux arrivants. Puis ce coupon-là n'a pas de valeur précise. C'est l'enfant qui choisit le jouet qu'il veut. Fait que dans le fond, il m'arrive avec un coupon, je dis parfait, va choisir. Il se prend un objet, que ça vaille 5 $, 25 $, 80 $, tout dépendant au choix de l'enfant. Moi, j'écris une valeur en arrière, puis il part avec son jouet. L'an dernier, on a cumulé plus de 4 000 $ juste avec ces coupons-là en jouets qui ont été redonnés. J'ai donné par tranche de 1 000 $ à 6 organismes de la région, donc un 6 000 $. Puis à la fin, on a fait un Boxing Day, le 26. Tout était à 1 $. Puis malgré le fait que tout était à 1 $, j'ai redonné 4 camions cubes de jouets en grosse quantité, des plus gros, des plus petits, des boîtes. Fait qu'on a redistribué ça là, à différents organismes comme la ressourcerie de Portneuf ici dans le comté. Ensuite de ça, un organisme humanitaire qui a envoyé ça en Afrique. Puis les décorations de Noël, j'envoie ça au Guatemala par le biais d'un autre organisme aussi. Le but, c'est que ça ne soit pas jeté, puis que ça continue. Faire de l'économie circulaire. Oui, exactement. De la récupération. Exact. Et puis, vous avez une équipe de bénévoles qui sont avec vous. Là, vous m'avez dit, avant qu'on commence l'entrevue, vous avez un réparateur là, avec vous cette année. Dans le fond, en lien avec la boutique, j'ai un ami qui répare des objets, qui fait de l'électronique. Fait que lui, s'est offert de venir aider. Puis de cette manière-là, les gens vont arriver puis vont pouvoir faire tester les jouets sur place.
Puis ensuite de ça, s'ils ont des services de réparation, bien, ils vont pouvoir faire affaire avec lui aussi. Donc, il va être là pas mal, pas mal tout le temps. Oui, exactement. Il y a un autre de nos amis en commun là, qui va être sur place, puis sinon, bien, ça va être lui qui va être là. Et puis, bon, vous êtes également le propriétaire de la boutique Fou du village, juste à côté. Il faut quand même comprendre que ce que vous faites au kiosque de Noël, c'est beaucoup de temps. C'est quand même oui, on ne calcule pas les heures. C'est plus de 100 heures par semaine. Mais comme je dis souvent, on s'amuse à longueur de journée, fait que ça paraît pas. C'est ça. Et puis, bon, au niveau de la date, ça commence... vendredi, le 29 novembre, jusqu'au 27 décembre. Fait que c'est sûr qu'on va être fermé là, le 24 à partir de midi, puis le 25, la journée de Noël. De toute façon, le centre commercial est fermé. Exact. Fait que nous, on suit les heures qui sont là. Puis ensuite, à partir du 27, ben là, on fait le démantèlement. Fait que si les gens passent puis on est là, tout est à vendre pareil. Mais c'est juste qu'on est en train de refermer. On fait des sacs, on fait des boîtes. Puis après ça, ben, ça s'en va. Parce qu'il faut libérer les locaux assez rapidement. Là, parce que c'est le centre commercial Place Côte-Joyeuse qui nous le prête. On signe un bail temporaire, puis ils nous font on a un montant à défrayer, mais c'est vraiment très, très peu, étant donné que c'est dans le but non lucratif. Exact. Et bon, la population est invitée. Les échanges vont commencer également exactement. Le 29. Ça a déjà démarré. Là. Le monde dit « Hey, j'ai pas le temps, je peux pas garder ça chez nous, je peux-tu venir t'éporter tout de suite? » J'ai déjà des paniers d'épicerie qui sont rentrés. J'ai déjà une boîte de camion qui est rentrée, plus tout ce que j'avais en inventaire en magasin aussi. Fait que, ça s'est déjà démarré d'une certaine manière. Mais tu sais, juste pour l'effervescence, je demande au monde d'attendre le 29. Puis dire « OK, on arrive tout en même temps, puis on est les premiers arrivés, on peut s'amuser, on peut... » garder un effet de surprise aussi. Fait que là, jeudi soir, j'enlève les rideaux dans les grands locaux, puis le monde va pouvoir voir l'étendue des dégâts. Oui, parce que, comme vous avez dit, vous êtes un peu victime de votre succès. Là. Bon, en 17 ans, les gens ont bien embarqué dans le mouvement. Oui, puis ce qui est... Après 17 ans, bien, les jeunes à qui je donnais des jouets il y a une dizaine d'années arrivent avec leurs propres enfants. Fait qu'ils font la... C'est devenu une tradition quasiment. C'est fou à dire, là, mais on est rendu là. Richard Pearson, je vous remercie d'être venu parler de votre initiative aujourd'hui à CJSR. Ça fait plaisir, puis merci à tous ceux-là qui s'impliquent, merci aux bénévoles, puis c'est grâce à tout le monde si ça peut fonctionner. Fait que bienvenue à tous. Et on vous souhaite un bon temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci. Le groupe Magitech, basé à Saint-Marc-des-Carrières, offre depuis 2019 du soutien financier pour plusieurs organismes bien importants dans la région de la capitale-nationale. Magitech s'engage à soutenir une cause choisie chaque année par ses employés. Et cette année, c'est une cause bien particulière. C'est pour les personnes qui sont touchées par les maladies cardiaques. Magitech a choisi la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, l'IUCPQ, afin de contribuer à l'acquisition d'un échographe pour les procédures en réanimation à l'urgence, un équipement qui est prioritaire en 2024-2025. L'échographie cardiaque est un examen d'imagerie médicale qui utilise les ultrasons pour visualiser l'intérieur du cœur et l'ensemble des structures qui le composent. Depuis 5 ans, Magitech a soutenu divers organismes. 2019, on avait le camp avec 11 000 $. 2020, Centraide avec 15 000 2021, Fondation Mira, 30 000 2022, la Fondation du CHU de Québec, 78 000 $ Et 2023, la Sclérose en plaques Canada pour 65 000 $. L'objectif pour l'Institut de cardiologie est placé à 60 000 $. La semaine dernière, nous avons discuté avec Mario Dupont, maire de Pont-Rouge, de la situation concernant le hockey mineur. Lors de cette entrevue, nous avons aussi abordé plusieurs autres sujets, tels que le puits Paquette de la ville qui affiche un taux de nitrite élevé. Ce genre de situation peut être préoccupante pour les femmes enceintes, par exemple. Voici le segment de l'entrevue avec Mario Dupont. J'aimerais qu'on parle de votre puits Paquette, le taux de nitrite qui est plus élevé que ce que l'on souhaiterait. Pouvez-vous nous parler un peu de cette problématique-là? En fait, le puits Paquette, on l'a refait l'année passée, le puits Paquette. On a augmenté la capacité de nos moteurs pour pouvoir avoir l'autorisation un jour de pouvoir pomper 5000 mètres cubes par jour. Présentement, c'est 3500 mètres cubes qui est pompé, comme les anciens moteurs, comme avec le nouveau moteur. Donc, il n'y a pas de captation supérieure qui est faite.
Le taux de nitrite, ça a toujours varié, le taux de nitrite. On montait jusqu'à 8. Et là, étonnamment, cet été, on s'est ramassé avec un taux de nitrite de 10 mg par litre, autrement dit. Et la norme, bien, quand on est rendu à 10, il faut aviser les personnes âgées qui ont des problèmes ou les femmes enceintes qui ne peuvent pas prendre des nitrites, parce que les nitrites, vous comprendrez, on en a dans beaucoup de produits de l'alimentation, des charcuteries et ainsi de suite, contiennent des nitrites. C'est juste faire attention. Puis là, quand on parle du taux de nitrite qui est plus élevé, ça touche une petite partie de Pont-Rouge. En fait, c'est l'eau qui vient du puits Paquette, vient desservir toutes les maisons de la rue du Pont, aller jusqu'à notre source, où ce qui est Dansereau, où en fait, toute l'eau vient converger à cet endroit-là, puis après, la distribution est faite à travers le réseau. Du moment que l'eau est mélangée avec tout le restant qu'on a comme eau, on tombe à des sommes inférieures de qu'est-ce qui est la norme, autrement dit, qu'il faut faire attention au niveau du taux de nitrite. Monsieur Dupont, vous me dites que vous avez 3500 mètres cubes qui est pompé par ce puits-là par jour. Si vous augmentez l'eau qui est pompée par le puits Paquette, est-ce que vous croyez que le taux de nitrite va descendre? Est-ce que c'est pour ça que vous envisagez d'augmenter, je crois que vous me disiez, à 5000 mètres cubes? En fait, cette question-là que tu me poses, je ne peux pas te répondre parce qu'il y a une raison. Il y a des gens qui sont payés pour pouvoir vérifier d'où vient ces nitrites-là. Est-ce que c'est des poches qui sont en suspension dans la terre avec les années, qui ont mis des engrais, et ainsi de suite, puis qui est là, ou c'est quelque chose qui était déjà dans le sol? On ne le sait pas. Et nos spécialistes qui travaillent avec les agronomes des agriculteurs sont en train d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il y en est. Du moment qu'on va savoir d'où est l'origine, là, ça va être plus facile de pouvoir dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pour l'instant, vous comprendrez, on est encore à la phase que les spécialistes sont en train de travailler sur le dossier pour le taux de nitrite. Tout ce qu'on sait, c'est que le taux de nitrite a monté à 10, il descend, il remonte à 10. Compte tenu que c'est ça, bien, on maintient toujours pour la vie au niveau des gens qui ont un problème de santé, des personnes âgées ou des personnes qui sont enceintes, surtout les femmes qu'on comprendra, de faire attention de ne pas boire cette eau-là pour être certain qu'ils ne prennent pas trop de nitrite, autrement dit. Dans les autres dossiers importants à Pont-Rouge, il y a l'agrandissement de l'école, le personnage de Pont-Rouge. Questionné à ce sujet, Mario Dupont, on avait long à dire concernant l'éducation dans sa ville. J'aimerais qu'on parle d'un dossier d'éducation à Pont-Rouge. On va commencer par la bonne nouvelle parce que, vous avez justement votre agrandissement de l'école primaire qui s'en vient. J'imagine que vous, en tant que maire, c'était justement très bien accueilli, cette nouvelle-là. Oui, mais effectivement, parce que l'éducation, c'est la base. Et on sait que la CAQ qui nous dit que l'éducation, c'est important, puis la santé, c'est important. On voulait aussi que ça puisse continuer. C'est sûr qu'on a eu, à un moment donné, peur que ça ne se fasse pas parce qu'on avait été avisé par le centre de service scolaire comme quoi que l'agrandissement avait été annulé et que le projet d'école secondaire, il n'y en aura plus là-dessus. Je vous dis tout de suite, l'école secondaire, on ne lâche pas le morceau. On va continuer à travailler sur ce projet-là. Dans le comté de Portneuf, au niveau de l'école secondaire, on sait que les écoles secondaires sont déjà remplies à pratiquement pleine capacité. Et si on regarde la démographie qui s'en vient avec les perspectives, il va falloir qu'il y ait une autre école secondaire. À un moment donné, il y a des limites aussi au niveau des bâtiments. On a travaillé le projet, mais je vous dis, on ne lâche pas le morceau. Puis si on parle vraiment qu'on veut travailler pour nos jeunes, qu'on travaille pour l'avenir, bien ça, c'est une des choses. Pour le primaire, bien oui, c'est une bonne chose qu'il y ait l'agrandissement. C'est sûr que nous, quand on a rencontré le ministère de l'Éducation durant l'automne dernier, avant qu'il fasse l'annonce de l'agrandissement, on n'avait même proposé que de séparer l'école primaire en deux, parce que déjà, à 1000 élèves, c'est déjà quelque chose. Le modèle d'affaires pour les écoles primaires, c'est 800 élèves. Fait que vous comprendrez que, oui, on va agrandir un bâtiment, mais on va être obligé de refaire quelque chose dans pas grand temps aussi, parce que la ville de Pont-Rouge continue à grossir. Fait que puis je pense pas qu'on va avoir un frein dès demain au niveau de la population, là. On est en effervescence. Donc vous pensez qu'éventuellement, malgré l'agrandissement, ça va prendre une deuxième école primaire là, dans votre secteur? Ça va certainement en prendre un autre, effectivement. Le temps va me donner raison.
C'est juste, il faut juste voir que quand on a le développement qu'on a, au niveau de l'éducation, il suffit beaucoup au niveau des cartes d'assurance maladie. Puis la carte d'assurance maladie, ça va bien quand que vous n'êtes pas en explosion démographique. On regarde, à Saint-Émile, ils ont fait une école primaire, puis du moins qu'ils ont fini, l'école primaire était déjà trop petite. On voit présentement le phare qu'ils ont fait, l'ancien zoo de Québec pour l'école secondaire. Ils viennent d'annoncer comme quoi ils viennent de faire l'inauguration cette semaine et déjà, c'est déjà trop petit. Puis là, ils parlent déjà pour l'année prochaine de mettre des roulottes. Ce qui est de valeur au niveau du ministère de l'Éducation, c'est qu'ils ne viennent pas s'asseoir avec nous, les villes, pour voir qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est prévu aussi au niveau de la démographie, qu'est-ce qui est prévu au niveau des développements. Ils ne viennent pas s'informer. Il suffit juste avec la carte d'assurance maladie. Puis ce que je vous dis, la carte d'assurance maladie est quand même intéressante quand c'est une population qui est pas mal stagnante, c'est pas mal la même chose. Mais quand on est en explosion, la carte d'assurance maladie n'est plus la référence. C'est une référence, mais ça prend d'autres références. Et c'est malheureux parce qu'en fait, une construction coûte déjà cher, mais agrandir coûte encore plus cher. Fait que il y aurait une prévision plus grande, puis s'assurer avec les gens du milieu, il y aurait peut-être une meilleure chose qui se ferait, puis que peut-être qu'il y aurait les dépenses seraient faites, ça serait peut-être plus judicieux, puis en même temps, ça serait durable dans le temps. Finalement, le maire de Pont-Rouge a parlé de Fabricart, de la rue qui est destinée aux loisirs durant la saison estivale à Pont-Rouge. Voici une section de cette entrevue avec un bilan. C'est Fabricart, le projet justement de votre rue de la Fabrique qui a pris son envol. Comment ça s'est passé, la réception et justement le projet là, dans son ensemble? Ça a été un très beau projet. Faut comprendre, c'est des activités qui sont entièrement gratuites. Peu importe les activités qu'on fait ici à Pont-Rouge, on les fait gratuits puis on mise sur la famille. Et on a eu une très bonne réponse au niveau de la population pour Fabricart, assez que l'année prochaine, c'est sûr et certain, on revoit quand même la formule pour la bonifier encore davantage. On a vu qu'est-ce qui a fonctionné bien, puis il y a des petites choses qui fonctionnent un peu moins bien, mais on veut vraiment faire en sorte que les gens s'approprient de Fabricart. En fait, Fabricart, ça vient de l'idée que les élus présents, on veut animer vraiment notre centre-ville pour attirer les commerces qui restent dans le centre-ville. Un commerce veut être où ce que ça bouge. Et nous, on fait tout pour faire en sorte de mettre de l'activité dans le centre-ville, pour l'animer. Et là, présentement, vous voyez, le presbytère a été vendu. Il va y avoir un commerce au rez-de-chaussée. Ça va être une autre chose qui va être annoncée. Il y a encore des locaux qui sont disponibles dans le centre-ville. C'est ce qu'on pousse pour que le centre-ville se réanime. Oui, on comprend qu'il y a des gens qui s'en vont à l'entrée des commerces. C'est une question d'affaires. Mais par contre, ceux qui veulent faire du commerce de proximité, c'est là-dessus qu'on va miser pour le centre-ville de Pont-Rouge. Et pour ceux et celles qui ne sont pas de Pont-Rouge, on peut peut-être passer et se demander qu'est-ce qui se passe dans cette rue-là. Pouvez-vous sommairement nous expliquer c'est quoi le concept de Fabricart? Il y avait des spectacles de musique. Je crois que vous étiez animé du jeudi, vendredi et samedi, c'est ça? Exactement. En fait, il y a eu de tout. Il y en a eu pour tous les genres, il y en a eu pour tous les goûts, tous les âges. Il y avait du chant, il y a eu de l'humoriste, il y a eu aussi un magicien, il y a eu des animations de rue aussi. Il y a eu des activités pour les jeunes qui étaient avec le musée ambulant. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Il y a quand même une affaire de 14 000 personnes qui ont passé. Puis là, je ne veux pas trop souffler, plus, il me semble que c'est plus que ça, mais je vais vous dire 14 000 personnes qui ont passé au niveau de Fabricart. Fait que ça a été vraiment couru. Il y a eu des périodes où il y avait de la pluie. On avait quand même des gazebos qui ont été installés pour essayer que les gens puissent pas être à la pluie, mais qu'ils puissent voir le spectacle. Il y a eu, à un moment donné, c'était plus problématique. On l'avait retransféré ici à Marcel Bédard, mais en fait, on mettait de l'animation. C'était ça. On poursuit maintenant avec un dossier pour la francisation dans les écoles de Portneuf. En fait, il y a un grand enjeu de francisation partout dans la province. J'ai parlé avec Mme Isabelle Paulin du syndicat de l'enseignement de Portneuf parce qu'il y a justement ces cours qui ont été abolis. Voici cette entrevue.
Alors, la situation des cours de francisation dans Portneuf qui touche des enseignants, évidemment des étudiants. Pour parler de la situation, nous sommes avec Isabelle Paulin qui est avec nous en ligne. Elle est la présidente du syndicat de l'enseignement de Portneuf. Bonjour, Mme Paulin. Oui, bonjour, M. Julien. Merci d'avoir accepté la demande de CJSR pour parler de cette nouvelle qui touche des enseignants. Pouvez-vous nous dire là, qu'est-ce que ça représente, là, la fin des cours de francisation pour les enseignants de Portneuf? Oui. Bien, en fait, depuis quelques années dans Portneuf, on le voit, il y a eu beaucoup plus d'immigrants, donc les services de francisation, autant dans nos écoles primaires, secondaires, mais aussi à l'éducation des adultes, ont vraiment pris de l'ampleur dans les dernières années. On parle maintenant, là, on parlait de 7 groupes, donc 3 groupes de jour à temps plein ou certains à temps partiel, des groupes de soir. Donc, on parle d'environ 140 adultes qui avaient des cours de francisation, principalement jusqu'à aujourd'hui là, à Donnacona, mais il y avait peut-être des possibilités. Les besoins commençaient à se faire sentir aussi dans votre coin à Saint-Raymond. Donc, on parle de 8 enseignants qui étaient engagés pour faire ces services de francisation-là. Et là, Portneuf, on n'est pas une exception à travers la province. C'est vraiment un sujet de discussion d'actualité actuellement. C'est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, qui a décidé en fait, qui dit qu'il octroie les mêmes sommes au ministère de l'Éducation pour les services de francisation, mais le ministère de l'Éducation, lui, a restreint ses règles budgétaires. Donc, a dit au centre de services, bien là, vous allez financer seulement les services selon les bases de calcul de 2020-2021. En 2020-2021, on avait beaucoup moins d'immigrants francisés parce qu'on se rappelle d'une certaine pandémie et les frontières étaient fermées, donc beaucoup moins d'immigration. On parle au moins de 4 à 5 fois plus d'immigrants à franciser. Donc, c'est sûr que ça a un impact au niveau du centre de service parce que là, les derniers cours se sont donnés le 11 novembre. Le MIFI dit on a Francisation Québec qui va offrir des services et tout ça, mais pour nos jeunes en Portneuf, là, on ne sait pas encore exactement ça va être quoi l'offre de service, ni même s'il va en avoir une dans Portneuf. Donc, au lieu de procéder à une certaine transition, de ce que je comprends, on a décidé de fermer tout simplement là, sans préavis. C'est ce que vous me dites, là. Oui, puis même s'il y avait des centres de services comme Portneuf qui avaient fait le choix de maintenir un niveau de service cette année, parce qu'il y avait les moyens de le faire, on était capable de s'organiser pour le faire, bien là, on s'est fait dire non, ça va être Francisation Québec qui va prendre le relais. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, oui, certains cégeps, par exemple, ou organismes communautaires qui offrent des services de francisation, mais c'est pas la même hauteur de service, c'est pas la même possibilité. Puis là, ben, même dans Portneuf, tu sais, on avait... je sais qu'on a, par exemple, Accès Travail Portneuf qui travaillait beaucoup en concertation avec les écoles pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes. Fait que même si eux voulaient offrir le service, ça prend des locaux, ça prend du personnel. C'est ce que les centres d'éducation des adultes avaient déjà. Fait qu'on avait un service qui était rodé, avec une expertise, avec des enseignants qualifiés qui sont en place, pour donner un service qui fonctionnait bien. Puis là, ben, on ne sait pas c'est quoi l'orientation du gouvernement là-dedans. Parce que le plan B, on dirait que c'est improvisé un peu. Là. Fait qu'en attendant, ben, on a des citoyens portneuvois qui sont privés de services aussi dans leur intégration. Selon vous, c'est quoi le message qui est envoyé par le gouvernement du Québec là, au sujet de la francisation? Bon, là, on parle de Portneuf, mais en fait, ça touche le Québec. C'est quoi le message qui passe là, par une action comme celle-ci? Bien, je vous dirais, Danick, que j'ai de la misère, moi aussi, à comprendre c'est quoi le message du gouvernement. Parce qu'actuellement, ce qu'on dit, c'est que les ministères se renvoient la balle. Le MIFI dit « j'ai donné l'argent au ministère de l'Éducation ». Le ministère de l'Éducation dit « moi, j'ai donné des sommes aux centres de services, c'est les centres de services qu'ils n'ont pas bien gérés ». Mais on ne se le cachera pas, là, il y a clairement un agenda politique à quelque part là-dedans en lien avec le seuil d'immigration. Mais tu sais, on a quand même un gouvernement, la CAQ, qui a ajouté des pans à la loi 101, à la protection de la charte de la langue française, en disant ben les personnes immigrantes ont 6 mois pour atteindre un certain niveau de francisation. Donc, on s'attend à ce qu'on donne des services, mais actuellement, là, il y a une liste d'attente pour la francisation au Québec. Là.
Vendredi dernier, on était le 22 novembre, il y a eu justement là, des personnes qui ont manifesté à Donnacona. Selon vous, là, en tant que présidente du syndicat des enseignants de Portneuf, quelles sont les solutions qu'on aimerait avoir là, dans ce dossier-là? En fait, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de rétablir les services de francisation dans les centres d'éducation des adultes. Je l'ai dit tantôt, on avait un service qui était efficace, un service de proximité. On était capable de donner une couleur locale. Puis, tu sais, la francisation, c'est pas juste l'apprentissage de la langue, c'est aussi l'apprentissage de la culture québécoise, l'intégration au milieu. Il y avait une intégration sociale aussi qui se faisait. Donc, on demande de les rétablir, les budgets, dans le fond, au niveau des services qu'on a besoin. Puis, j'allais dire minimalement, il faudrait au moins savoir c'est quoi les intentions du gouvernement là-dedans. Donc, est-ce qu'à long terme, ils veulent enlever tout service de francisation, alors que c'est même prévu dans le régime pédagogique de l'éducation des adultes, les services de francisation? On ne sait pas c'est quoi. Là, on assiste un peu à on se lance la balle d'un ministère à l'autre pour savoir c'est la faute à qui, mais l'agenda politique, il y en a un, mais je ne suis pas certaine qu'il est si clair que ça. En tout cas, pour nous, jusqu'à maintenant. Et justement, pour vous, qu'est-ce qui peut être fait pour... jusqu'à temps qu'il y ait des décisions qui soient prises pour peut-être là, alléger le problème, ou qu'est-ce que vous faites pour peut-être défendre là, vos enseignants qui sont syndiqués? Au niveau vraiment des enseignants, on a nos procédures de grief habituelles, mais ça va plus loin que juste un travail actuellement. C'est une atteinte à un service à la population. Là. Comme société, on accueille des immigrants. Bon, sur le nombre d'immigrants qui ont été admis ou pas, là, le débat n'est même pas là. C'est que là, on a des gens qui sont ici, qui ont droit à des services qu'on était capable de leur offrir, puis actuellement, on met la hache là-dedans. Fait qu'au niveau de la Fédération des syndicats de l'enseignement, il y a eu une plainte au protecteur national de l'élève qui a été faite. Il y a aussi une plainte au commissaire de la langue française qui a été faite et à l'Office de la protection de la langue française. C'est sûr que notre objectif, c'est d'utiliser tous les moyens légaux et politiques à notre disposition pour essayer de rétablir un service puis de redonner vie à nos centres d'éducation des adultes parce que ça faisait partie de la vie du centre d'éducation des adultes. Donc, ce que vous parlez... La Chambre de commerce du Nord de Portneuf est officiellement relancée. Celle-ci œuvrait auparavant sous le nom de Chambre commerce régionale Saint-Raymond. L'image est renouvelée, tout comme la majorité du conseil d'administration. J'ai discuté avec l'administratrice Maryse Lebel. Voici cette entrevue. La Chambre de commerce du Nord de Portneuf, anciennement la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, s'est relancée officiellement le 14 novembre dernier. J'ai avec moi une administratrice, membre du comité, du conseil d'administration, Madame Maryse Lebel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça fait plaisir. Alors, le 14 novembre dernier, la Chambre faisait son événement de relance là, devant plus d'une centaine de personnes au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. C'est exact? Oui, on était très contents de la participation qu'on a eue ce soir-là. Et justement, pouvez-vous nous parler un peu de ce qui a été présenté aux membres cet événement-là, le 14 novembre? Bien, premièrement, le nouveau CA, qui est structuré avec 12 membres, a été tous présentés aux gens qui étaient présents. Donc, avec toute la relève, tous ceux qui se sont impliqués au mois de juin, de regarder vers où qu'on voulait envoyer la Chambre. Et de là est venue aussi la nouvelle présentation de la Chambre de commerce du Nord de Portneuf, qui faisait sens dans notre région. On avait une de l'Est, une de l'Ouest. Et on voulait vraiment sentir un nouveau changement, puis une incorporation de toutes les villes de la région du Nord de Portneuf. Donc, c'est pour ça que les logos et même notre site web a eu une nouvelle relance là, dans son image. Donc, en 2024, ça a été une grosse année pour la Chambre. Oui. Justement, il fallait faire la transition. Et vous, Maryse, ce qui est intéressant, c'est que vous avez été là pendant, vous étiez dans l'ancien CA. Oui. Et vous avez donc poursuivi avec la Chambre. Oui. Cette époque de transition-là était importante. Elle a été très importante. Moi, quand je suis arrivée à Saint-Raymond, dans le fond, je me suis impliquée dans la Chambre tout de suite en étant ma propre entreprise. Je voulais connaître mon milieu. Et puis, je suis rentrée administratrice et dans la dernière année, j'étais présidente.
Il y a eu beaucoup de départs au sein du CA, ce qui a amené beaucoup de difficultés à gérer les activités, à la fin du COVID. Nous, c'est plus à la fin qu'on a ressenti un relâchement des gens qui essayaient de plus survivre que de s'impliquer dans des activités au sein de la Chambre de commerce. Et puis, moi, ainsi que Alain Matt puis Mathieu Néron, on était 3 dans le CA qui tenaient absolument à la relance de la Chambre. Et on a toujours travaillé dans ce sens-là. Au printemps, on avait été chercher des nouveaux ou même d'anciens membres qui étaient là pour leur dire, écoute, nous, on a encore le feu. Il faut nous trouver des gens, des entrepreneurs qui veulent s'impliquer au niveau du CA. Et c'est ça qui est arrivé à la dernière assemblée qu'on a eue en juin, parce que c'était vraiment une réunion charnière. Qu'il fallait que ça bouge à ce moment-là. Et heureusement, il y a un groupe de jeunes entrepreneurs, des fois 2e, 3e génération d'anciens membres de la Chambre, qui ont décidé de faire le saut. Puis grâce à eux, l'événement qu'on a vu le 14 novembre, ainsi que les activités qu'on a mis pour le public, dans le fond, ceux qui ne sont pas déjà membres, vous pouvez devenir membre à l'année. Il s'agit rien de communiquer avec notre nouveau directeur qu'on a pris au mois de mars, Junior Lisotte, qui va vous renseigner exactement sur tout ce que vous pouvez aller chercher, les informations, l'aide et vous aider dans vos démarches entrepreneuriales ou seulement d'avoir des contacts avec des entreprises qui pourraient faire partie aussi de compétences qui peuvent se juxtaposer un et l'autre. Moi, je fais des ménages, mais je m'occupe aussi des gens qui ont des chalets locatifs. Je peux faire des ménages dans des commerces. Fait qu'on a tout le temps une liste de clientèle entre nous qu'on peut s'aider à aider à ce que ces gens-là viennent chercher les services et restent dans notre région du nord de Portneuf. Une chose qui est importante, Maryse, c'est que, bon, vous, dans la Chambre de commerce, vous l'avez dit, dès que vous êtes arrivé à Saint-Raymond, vous vous êtes impliqué. Oui. Et vous connaissez donc l'importance d'une Chambre de commerce. J'aimerais que vous me parliez un peu de la fonction d'une Chambre de commerce dans sa communauté. Moi, j'ai été chercher, dans le fond, un support. La dame qui était là dans le temps, Nancy Langevin, m'a tout de suite dirigée vers un comptable qu'il y avait dans la région, des restaurateurs ou des gens en hôtellerie qui avaient peut-être besoin d'entretien ménager. Donc, ça a été la première qu'au lieu de rechercher de façon indirecte, qui m'a dit, nous, on a déjà ces membres-là qui peuvent avoir besoin de tes services. Donc, je me sentais déjà avec quelqu'un qui pouvait me soutenir dans mes démarches. Elle pouvait aussi m'indiquer où est-ce que je pouvais avoir de l'aide, des subventions. Donc, déjà là, c'est des recherches que je n'ai pas à faire et que le directeur de la place de la Chambre de commerce peut nous aider. La Chambre de commerce a maintenant plusieurs événements prévus pour 2025. Pouvez-vous nous parler là, de ce qui s'en vient? Oui. Le premier événement qui s'en vient au mois d'avril, c'est le brunch de Pâques qui se passe à La Croquée. Donc, on invite les membres qui sont intéressés à bruncher ensemble, de s'inscrire d'avance. Donc, ça, c'est un événement là, plus relax, qu'on rencontre tout le monde entre nous. Ensuite, on a au niveau du mois de septembre le tournoi de golf. Donc, le tournoi de golf, ça allie beaucoup le commercial avec toute notre section agroalimentaire qui vont pouvoir, c'est plus de 100 personnes qui vont être là et qui vont pouvoir déguster des produits sur le terrain. Ensuite, il vient le social des fêtes qui, un peu plus, pour approcher, dans le fond, les propriétaires des entreprises à se rencontrer. Donc, c'est un autre bel événement pour se voir, cogiter ensemble. Et on a au mois de décembre le party de Noël qui s'adresse vraiment aux entreprises, aux petites PME qui veulent se rencontrer pour fêter Noël ensemble avec leurs employés. Et toujours, on demande aux gens de le prévoir puis de s'inscrire d'avance. Comme ça, on peut préparer de quoi vraiment d'intéressant pour les gens là, qui montent un intérêt. Et au niveau des adhésions, je sais qu'il y a quand même quelque chose de positif. Il y a plus de membres depuis justement
la relance là, Oui. depuis ce printemps. Pouvez-vous nous parler un peu de Bien, ça? au printemps, déjà là, avec Alain Matt, Mathieu Néron et moi-même, on était montés jusqu'à une trentaine d'employés, de membres, Oui. pardon, ce qui avait permis de faire une rencontre au mois de juin. Et tous ceux qui sont impliqués, les nouveaux entrepreneurs qui se sont inscrits, jusqu'en date du 14 novembre, on est rendu à 75 membres. Et ça fait très longtemps que ça ne s'était pas vu. Donc, on est content du travail qui se fait. Puis encore, ça se travaille, les gens sont intéressés, ils voient que ça bouge avec la nouvelle image. Ils font comme, OK, on est dans une relance, puis faut que tout le monde y prête attention. Puis intéresse aussi les gens qui connaissent, qui ne sont pas encore membres, qui ne savent pas ce que ça peut apporter aussi à leur entreprise. Ce qui complète le bulletin d'information. Merci à Carole, Arthur et Luc. On se dit à la semaine prochaine.